Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde fait face depuis des années au changement climatique qui, selon les experts, sont à l'origine de plusieurs phénomènes dont les inondations, les sécheresses, les fortes chaleurs et l'assèchement des points d'eau, entre autres. Les mêmes experts précisent qu'à raison de leur extrême vulnérabilité, les pays en développement sont les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques. En Afrique, la région du Sahel est particulièrement affectée par les différents phénomènes liés au changement climatique. Situé en plein cœur de cette région, le Niger fait régulièrement face à certains de ces phénomènes, notamment les inondations, les sécheresses et les fortes précipitations. Conscient des conséquences énormes que les changements climatiques ont sur les populations et le développement du pays, le gouvernement nigérien s'est très tôt engagé aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre ce fléau. C'est ainsi que depuis 1992, le Niger a signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis lors, plusieurs initiatives ont été développées et mises en œuvre par les décideurs étatiques avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Une de ces initiatives est sans conteste le projet Plan national d'adaptation PNA intitulé Faire progresser la planification et la budgétisation de l'adaptation à long et moyen terme au Niger. Ce projet est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et financé par le Fonds vert pour le climat. C'est dans le cadre de ces changements climatiques que ce projet a initié la présente table ronde. Pendant une heure, nous allons donc parler, entre autres, des risques et opportunités liés au changement climatique et du projet PNA au Niger. Pour cela, nous avons des invités que je m'en vais vous présenter. Dr Kamay Mazou, le secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable CNDD et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur Kachalou Laon Gabtia, directeur de la météorologie nationale et président de la Commission technique nationale sur les changements et la variabilité climatique, point focal GIEC au Niger. Madame Halila Issouf, chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes au Niger. Monsieur Sani Ayouba, directeur exécutif de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement. Et enfin, Marie-Claudette Ihimouza Kubuto, experte du PNUD en changement climatique, mise à la disposition du projet IPNA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre aux téléspectateurs de découvrir un des aspects liés au changement climatique avec les inondations survenues récemment dans la capitale. Suivons ce reportage. Après les inondations, voici que la crue du fleuve Niger entre en action à son tour, ne faisant pas cadeau aux habitants des quartiers riverains. Après une situation exceptionnelle ayant causé des fortes inondations tout récemment, dont les victimes ne sont pas encore totalement remises, c'est donc une crue guinéenne qui est venue profiter de la situation de la digue pour occasionner d'autres inondations. Plusieurs quartiers sont touchés, dont Lamordé, Karaye et Zarmagandey. Nous avons effectué une reconnaissance qui rentre dans le cadre normal de nos activités pour la surveillance de la crue du fleuve. Les constats que nous avons faits sont les suivants. C'est vraiment l'ensablement du fleuve. Un fleuve qui était à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur, aujourd'hui ne se retrouve qu'à peu près à 8 ou 5 mètres à certains endroits. Donc il y a urgence de vraiment entreprendre de grands travaux pour le désensablement du fleuve. Une situation ayant conduit ce matin le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes à faire une visite de terrain en vue de constater l'état du fleuve à l'heure actuelle. Nous avons connu la crue pendant la saison pluvieuse et maintenant aussi nous faisons face à une crue qui est une crue guinéenne qui, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas inquiété, mais cette année, compte tenu en tout cas des fortes pluies qui sont abattues en tout cas sur le pays de l'Afrique de l'Ouest, donc nous faisons face à cette crue guinéenne et qui, du fait de la crue pendant la saison pluvieuse, celle-là qui a fait en tout cas couler nos infrastructures, notamment les digues. Donc du fait aussi que l'eau ne s'est pas complètement retirée pour permettre les travaux,
Donc cette crue guinéenne aussi a profité de cette occasion. Une crue normale, mais compliquée cette fois-ci du fait de la situation de la digue qui se trouve dégradée. Depuis la saison des pluies, les eaux, ces digues n'étaient pas accessibles. Donc l'eau est restée de part et d'autre. D'une part côté fleuve, d'autre part côté rizière ou bien riverain des quartiers. Il y avait toujours cette eau qui a pris les digues en otage, si je peux le dire ainsi, de telle manière que nous n'avons pas pu y accéder. Nous espérons accéder à ces digues pendant le mois de mars, avril, voire mi-mai. Cela correspond à la période d'étiage du fleuve où les eaux se retirent. Et aujourd'hui, la visite du ministre consiste surtout à évaluer les dégâts, à avoir la consistance éventuelle des travaux à faire et se préparer en conséquence pour que nous puissions à ce moment précis intervenir rapidement et efficacement, de telle manière que ces digues soient en état de fonction avant la saison des pluies qui viennent. Il est donc très important pour les populations du fleuve de redoubler de vigilance compte tenu des situations extrêmement difficiles ces derniers moments. La survenue des inondations, un des aspects des changements climatiques, nous allons y revenir dans un instant, tant de permettre à Dr Kamaï, qui est secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNDD, et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, de nous parler des missions, des attributions du CNDD. Merci. Avant de répondre à votre question directement, permettez-moi de retourner un peu de l'histoire. Face à la constatation de la dégradation de l'environnement des années 50 à 90, la communauté internationale s'est réunie en 92 à Rio, en juin 92 à Rio, au sein de ce qu'on appelle la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, pour regarder comment apporter des solutions à cette dégradation de l'environnement. Et à l'issue de cette conférence, il est sorti 3 conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Et ensuite une déclaration. Et cette déclaration a recommandé l'adoption de ce qu'on appelle l'agenda 21 international, c'est-à-dire un plan international pour lutter contre la dégradation de l'environnement sous le XXIe siècle, ce qu'on appelle agenda 21 international. Et on a suivi d'une déclaration qui, elle, recommandait aux pays partis à cette convention, donc signataires et ratificataires de cette convention, de mettre en place un organe pour suivre ces recommandations, en fait pour transposer l'agenda international au niveau national. C'est ainsi qu'au Niger fut créé le CNEDD, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, donc qui est en charge en fait d'élaborer au Niger l'agenda national, l'agenda 21 national. Et donc cet agenda, une fois qu'il est élaboré, il fallait suivre sa mise en œuvre et évaluer cette mise en œuvre. Mais ça se fait de plusieurs manières. Donc l'autre mission, c'est d'aider les ministères sectoriels et les autres structures nationales parties prenantes à élaborer des stratégies, des politiques, projets, programmes dans le cadre de cet agenda 21 international. Ensuite, l'autre mission, c'est d'aider ces institutions nationales et toutes les autres parties prenantes à mobiliser le financement pour mettre en œuvre tous ces cadres stratégiques qu'ils ont élaborés entrant dans le PNUDD. Et ensuite, suivre et évaluer l'utilisation qui est faite du financement mobilisé à cette fin. Et l'autre point principal aussi, très important, c'est éduquer, sensibiliser le public, former le public sur cette question d'environnement et de développement durable. Et récemment, le CNEDD a eu pour mission, en fait, dans le cadre particulièrement du changement climatique, c'est-à-dire de mobiliser les fonds pour l'adoption du changement climatique et en même temps suivre aussi comment ce financement a été utilisé. Et il est en même temps l'administrateur des fonds dédiés aux questions du changement climatique. Donc voilà, on ramassé principalement les missions du CNDD. Merci M. Kamaï pour toutes ces précisions sur le CNDD. Nous allons parler au tout cours de cette table ronde sur les changements climatiques. Plantons le décor. Qu'est-ce qu'on entend par changement climatique, M. Kamaï? Quelles sont les causes et les conséquences? Le changement climatique, il y a plusieurs définitions. Mais la plus simple, en fait, c'est de dire que c'est les variations du climat sur le long terme. Pas sur une journée, pas sur un mois, mais sur
30, 50 à un siècle. Et le climat, si on dit variation du climat, en fait, c'est des paramètres météorologiques, principalement la température, la pression, l'humidité, la pluie, le vent, à travers son intensité, sa direction, donc sa direction et son intensité. Voilà les changements climatiques tels que c'est défini de manière simple, pour ne pas rentrer sur des questions beaucoup plus compliquées. Vraiment, c'est la variation du climat sur le long terme. Tout à fait. Voilà. On a constaté que depuis l'industriel aujourd'hui, les activités humaines sont les principales causes de la variation du climat. À travers quoi? À travers ce qu'on appelle l'émission des gaz à effet de serre. Parce qu'on a constaté que, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des paramètres climatiques, météorologiques tels que la température. On a constaté une corrélation depuis 1850 entre la température moyenne mondiale et les concentrations des gaz à effet de serre de l'atmosphère. C'est corrélé, ça veut dire que les gaz à effet de serre dus à l'action humaine sont principalement les causes de l'évolution de la température. Puis c'est corrélé, ça veut dire que c'est identique à la limite. Donc, et ces gaz à effet de serre sont à peu près 4 ou 5. Principalement, on a le CO2 qui est produit à travers l'utilisation du pétrole, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie fossile. On a le N2O, c'est-à-dire le protoxyde d'azote qui sort des engrais azotés, donc ça veut dire que ça c'est l'agriculture. On a le méthane qui, lui, il est produit à travers l'élevage et même l'agriculture. Quand les animaux rotent, ils rotent un gaz, c'est ça le méthane. Et un des gaz les plus dangereux d'ailleurs, c'est les gaz perfluorescents qui sont dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Et ça, normalement, c'est même des gaz qui n'existent pas naturellement. Ça, c'est l'homme qui les a créés pour son confort. Voilà les principaux gaz à effet de serre. Et donc, c'est eux qui sont à la base de cette question du changement climatique. Justement, nous allons permettre au directeur de la météorologie nationale et président de la commission technique nationale sur les changements et la variabilité climatique de nous parler aussi de ces impacts des changements climatiques. Ok, merci bien. Pour ce qui est du Niger, donc, je crois qu'on peut parler, les impacts, il y en a plusieurs. Hein. Maintenant que le SE a lancé le débat et a défini un peu le contexte, ça veut dire que le monde n'est plus, en termes de température, est en train, n'est-ce pas, de se réchauffer. Et donc, ce réchauffement-là induit ces changements climatiques qui, à leur tour, amènent donc tous les bouleversements que nous sommes en train d'observer au niveau global, comme chez nous d'ailleurs. Donc, parlant de chez nous, je crois que s'il faut parler des impacts, peut-être je vais parler des principaux, ou c'est ceux qui sont véritablement d'actualité, mais aussi qui ont une plus grande ampleur sur l'économie, aussi sur les aspects socioculturels. Donc, le premier élément que j'aimerais citer, c'est que depuis 2010 à nos jours, c'est les inondations. Et cela est dit, et selon même nos propres analyses, au fait que ces dernières années, la pluviométrie augmente, le nombre de jours de pluie diminue, et donc les pluies deviennent de plus en plus intenses. Et donc ces pluies intenses sont en train d'induire donc des débordements de cours d'eau, ou même des crues soudaines, n'est-ce pas, dues donc à des fortes précipitations. Et c'est là, de 2010 à aujourd'hui, plus d'1 million d'affectés au Niger, du fait des inondations. Et généralement, selon les constats faits par le dispositif de la Direction générale des protections civiles, mais également par le ministère de l'Action humanitaire, c'est surtout les maisons qui s'écroulent sur les gens. À 2/3, le décès, surtout le volet décès, est dû au fait qu'il y a ce phénomène d'écroulement des maisons. Et donc, je crois que de ce côté, déjà, il faut regarder la vulnérabilité de nos maisons. Et l'autre 1/3, c'est dû donc au débordement de l'eau, n'est-ce pas, et aux torrents qui sont créés, et ça et là. Par exemple, quand nous prenons le cas de cette année, au niveau où on a arrêté 8 morts au niveau d'Agadez, c'est fait à un torrent, un cours d'eau, le terroir qu'on connaît très bien, mais on ne savait pas que ça allait couler. Pourtant, nous avions vu cela et nous avons dit, mais on n'a pas un système qui est là. Et les gens sont rentrés et l'écoulement a commencé et malheureusement ça a transporté 8 personnes. Donc voilà, et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, malgré que la pluie est revenue en termes de quantité, il y a un problème qui se pose, c'est dans la répartition. Les séquences sèches ou surtout dans l'installation de la saison. C'est ce que nous constatons. Surtout dans la partie ouest du pays, on se rend compte qu'aujourd'hui, le démarrage de la saison, soit on a un démarrage précoce, après il y a une longue pause pluviométrique, ou bien carrément une installation tardive. Et donc, c'est là, même quand on a en termes de cumul
une précipitation au-dessus de la moyenne, on se rend compte que par exemple, pour la pratique agricole, nous avons un problème parce que la répartition n'y est pas. Et donc, ça affecte les rendements. C'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est effectivement le réchauffement lui-même, l'augmentation de la température. Et selon les analyses qu'on a faites là-bas, sur toutes les régions du Niger, quand nous prenons les températures des jours, ce qu'on appelle les températures maximales, depuis 1996-1997 à nos jours, les températures sont grimpées au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la moyenne annuelle et ne sont jamais descendues. Sauf en 2008 où on a un petit artefact, et cela est dû au fait que le Pacifique s'est beaucoup refroidi à cause d'un phénomène qu'on appelle la Nina. Sinon, depuis, on est dans un environnement plus chaud. Et les jours et les nuits également, nous avons essayé de faire l'exercice. On s'est rendu compte que c'est à partir de 2004 que les températures de nuit ont grimpé au-dessus de la moyenne et ne sont jamais redescendues. Là également, les nuits sont de plus en plus chaudes. Et donc, de façon générale, nous vivons dans un environnement chaud. Et donc, le confort thermique n'y est pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un petit ventilo, tu ne peux même pas dormir, même la nuit, quand c'est en avril-mai, par exemple. On a tous ces problèmes. Donc, cette chaleur nous amène les stress, la canicule donne toutes les formes de maladies, souvent des morts subites et tout ça. Et on se rappelle des canicules de 2010, où à l'hôpital de Niamey, il y a eu des centaines de morts. Nuit et jour, on enterrait des gens. C'était lié, n'est-ce pas, à une augmentation subite des températures et puis qui s'est maintenue. Et donc, c'est dire que, bon, de façon générale, voilà les trois éléments que je peux citer qui ont quand même une ampleur sur ces aspects, n'est-ce pas, d'impact sur l'homme lui-même et ses activités. Monsieur le directeur, avec les effets pervers du changement climatique, il y a un regain d'intérêt pour les questions météorologiques. Quelle est la contribution de vos services pour la prise de décision par rapport à ce phénomène de changement climatique? Ok, merci bien. Donc nous travaillons au quotidien justement parce que ces catastrophes que je viens de citer, les inondations, les sécheresses, mais les canicules, tout ça, donc nous on fait un suivi permanent de tous ces phénomènes-là au niveau de notre service. Nous en faisons des prévisions pour avertir les gens sur ce qui peut advenir et déjà pour que les gens prennent leurs dispositions. Mais en dehors de cela, parallèlement à ce que le GIEC fait au niveau international, nous avons un réseau météorologique maintenant avec l'aide de l'État. Avant, on avait 25 stations et on est en train d'implanter plus de 120 stations actuellement automatiques et on va élargir également ce réseau-là et ça va nous permettre encore d'affiner nos analyses, n'est-ce pas, de mettre en place un modèle opérationnel propre au Niger. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, mais déjà, c'est vous dire que nous faisons beaucoup d'analyses. Par exemple, on a initié un nouveau bulletin de changement climatique et un bulletin mensuel qu'on a appelé la marche de notre climat. Donc, sur toutes les régions du Niger, chaque mois, on essaie de voir comment ces paramètres climatiques cités par le SE, par exemple, sont en train d'évoluer. Et si ça bat des records, ou ça peut créer des dangers. Et donc, nous faisons vraiment cette veille permanente à travers ce bulletin-là. Mais également, nous essayons de regarder tout ce qui est étudié au pays et au niveau global, est-ce que ça se retrouve chez nous? Pour que, on sache qu'on dise que bon, voilà, ça se trouve chez nous et voilà son ampleur, ou voilà les zones où nous avons, par exemple, ces problèmes-là. Mais je suis également donc, le président de la Commission nationale donc, qui appuie le CNEDD, qui est la Commission technique variabilité et changement climatique. Là également, nous sommes en train de redynamiser, surtout avec l'aide du PNA, n'est-ce pas, cette commission-là. Et déjà, dans ce cadre-là, on a fait un programme cette année où on a prévu, par exemple, un atelier de vulgarisation sur tous ces éléments-là, par exemple, le dernier rapport du GIEC, le 6e, et l'accord de Paris, le PNA lui-même, donc le plan national d'adaptation. Donc tout ça là, ça sera fait en un atelier où tous les partenaires, ou bien en fait tous les acteurs seront informés sur ces questions-là, et ainsi que d'ailleurs la contribution nationale déterminée, tout ça là va faire partie. Mais en dehors de cela, il y aura d'autres activités qu'on a prévues cette année et qui sont en lien justement avec la vulgarisation de tous ces éléments et des résultats qu'on a sur les conséquences du réchauffement climatique à nos autorités, mais également aux parlementaires. Donc cela également est prévu à travers cette commission-là. Donc voilà, si vous voulez, entre autres, ce que nous faisons et ce que nous comptons faire même pour cette année au Niger. Madame Halila Issoufou, les changements climatiques affectent l'écosystème, la biodiversité et les sociétés humaines. Quel est l'impact du changement climatique sur les femmes, particulièrement au Niger? Bon, disons que les impacts sont
variées. Elles sont multiformes. D'abord, le changement climatique est une question de récurrence des risques que vous avez tous évoqués. La question d'inondation, la question des sécheresses, les vents violents, la forte température, etc. Donc, ces risques-là, ces risques affectent directement les ressources de subsistance des femmes qui sont, peut-être qu'on peut citer juste à titre d'exemple, la question d'eau, la question de la terre et la question d'énergie, qui sont les plus utilisées pratiquement de façon directe par les femmes. Quel impact maintenant ce changement climatique sur les femmes au niveau du Niger? Tel que je l'ai dit, et si nous regardons l'impact de façon générale de ce changement climatique, l'on conçoit qu'il impacte plus négativement les populations les plus vulnérables. Tout à fait. Or, les femmes au Niger pratiquement représentent en quelque sorte les 3/4 de cette population vulnérable. Donc ça réduit le pouvoir économique des femmes. Voilà, ça réduit le pouvoir économique des femmes. Donc, l'appauvrissement de cette catégorie, la tranche catégorie des femmes, fait en sorte que ces femmes sont plus exposées. Par exemple, si nous prenons le cas d'approvisionnement en eau, aujourd'hui, la question de la sécheresse a fait que les femmes n'arrivent plus à s'approvisionner en eau à une petite distance telle qu'ils le faisaient avant. Et ça, c'est dû à ce phénomène de changement climatique. Suite à des tarissements de points d'eau, suite à des assèchements de pluie, et ou bien à l'inondation même de ces pluies, auprès desquelles donc elles puisent l'eau. Au-delà de ça, également, ces femmes font partie de la tranche de la population la moins instruite. Aujourd'hui, l'instruction doit être au cœur pour que ces femmes-là puissent résister face à ce phénomène du changement climatique. Tâchez de savoir que la non-scolarisation de la femme est fonction également du faible développement de notre pays. Et compte tenu de ce faible développement de ce pays, la femme non éduquée ne peut pas également mettre à l'échelle les techniques dont déjà elle en dispose pour pouvoir vraiment faire face ou bien s'adapter à ces risques qui viennent donc endommager ces ressources sur lesquelles elles s'endossent. Si nous prenons les risques d'inondation, aujourd'hui l'inondation, tel que je l'ai dit, le ménage, la chef de ménage, même si c'est l'homme, quelque part il y a la femme, parce que c'est la femme qui s'en occupe des enfants. Et vous n'êtes pas sans savoir, tel que vient de dire mon collègue, le directeur de la météorologie, suite à ces inondations récurrentes, il y avait eu pas mal de fondements de maisons. Et donc, quand il y a effondrement de maisons, qui en subit? C'est les femmes, parce qu'elles ne savent pas nager. Elles ne peuvent pas sortir de ces inondations. Au-delà de ça, il y a également cette question des crimes organisés qui sont là autour de la communauté. Comprenez-en que ces femmes, elles sont exposées à des violences sexuelles. Au-delà de ça, elles sont encore plus exposées à une question de ne pas pouvoir satisfaire un peu les besoins alimentaires de leur famille du fait qu'elles n'arrivent pas à avoir l'accessibilité de la route qui est due également à cette question de dégradation des terres. Avec vos explications, on se rend compte que les femmes payent un lourd tribut avec les changements climatiques. Nous allons nous intéresser aussi à une autre frange de la population, une autre couche aussi qui est vulnérable, à savoir les jeunes. M. Sani Ayouba, quel effet selon vous les changements climatiques ont sur les jeunes au Niger et comment ces derniers participent à la lutte contre ce phénomène? Oui, merci bien. Je pense que ce qu'Alila vient de dire par rapport aux femmes se retrouve également au niveau des jeunes parce que la tranche d'âge aussi des femmes, les jeunes y font partie. Mais principalement ici, quand on regarde les jeunes, et, vous savez, c'est les jeunes qui sont les bras valides. C'est les jeunes qui font l'agriculture et l'élevage en majorité. Mais les changements climatiques affectent directement ces deux activités. Parce que s'il y a des fortes pluies ou des faibles précipitations, c'est là, en tout cas, des raisons, des conséquences sur la productivité ou la production. Donc, ce qui fait que les jeunes qui sont, parce qu'au Niger, nous avons plus de 70% de la population qui est jeune, et ces jeunes vivent en milieu rural en grande majorité. Et donc, les activités de l'agriculture et de l'élevage qui sont très impactées par le changement climatique affectent ces jeunes, ce qui les amène soit
à quitter les pays parce que de plus en plus nous constatons l'influx migratoire. Nous avons même des études en cours sur la mobilité humaine et due au changement climatique. Et en plus de cela, nous avons aussi la question des inégalités parce que c'est là ceux qui n'ont pas assez de ressources. En tout cas, il y a une exacerbation par rapport aux inégalités. Il y a l'effondrement des infrastructures, parce que tout à l'heure, on vient de voir dans les reportages. Donc, s'il n'y a pas assez d'infrastructures, non seulement pour l'éducation, pour la santé, les jeunes peuvent être les plus affectés par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la production, quand il n'y a pas de ressources, où il y a peu de ressources, donc les jeunes sont obligés, comme je l'ai dit, soit de venir dans les centres urbains, donc c'est là... fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui viennent dans les milieux urbains ou bien l'exode rural, d'autres perdent leur vie dans la traversée du désert et du Sahara. Donc c'est entre autres comment cela impacte directement les jeunes parce qu'ils ne peuvent plus faire les activités en milieu rural. Également, ils sont peu instruits parce qu'il n'y a pas d'infrastructure adéquate ou résiliente. Donc, ils sont obligés de venir et puis maintenant s'adonner à certains genres d'activités qui ne peuvent pas leur permettre de prendre soin directement de leur famille. Donc, voilà, entre autres, comment les jeunes... Il y a des risques de récupération par certains groupes. Exactement, par les groupes, parce que ça crée, en tout cas, ça renforce l'oisivité des jeunes, parce qu'ils n'ont rien. Quand vous partez dans les villages, avant la saison des pluies, c'est peut-être 3 mois. Après les 3 mois, la production peut permettre de vivre ou bien de gérer sa famille pendant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, ce temps est relativement court, donc ils sont obligés de quitter, de laisser les femmes et les enfants dans certaines conditions, et puis maintenant de chercher. Donc, ils peuvent être récupérés par des groupes extrémistes ou d'autres vices qui ne sont pas du tout intéressants. Maintenant, comment les jeunes participent, c'est généralement aujourd'hui, il faudrait voir aussi l'aspect changement climatique comme une opportunité. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, avec les tendances, on ne peut pas faire autrement. On doit chercher à s'adapter, à vivre avec. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut aider les jeunes à promouvoir des activités génératrices de revenus, surtout en lien avec leurs activités habituelles, qui sont l'agriculture et l'élevage. Donc, mettre un peu plus d'innovation pour que cette agriculture-là ou ces activités d'élevage, en tout cas, puissent s'adapter par rapport aux réalités climatiques que nous avons. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui tendent à promouvoir les emplois verts, le business vert. Il y a également l'agroécologie, qui a été en tout cas une technique très ancienne qui doit être valorisée pour permettre aux gens d'utiliser de manière durable les terres. Nos terres au Niger se dégradent rapidement et nous avons, je pense que le Niger a adopté une stratégie nationale sur la récupération des terres dégradées. Donc, c'est des initiatives pour lesquelles les jeunes doivent être intégrés, doivent participer et doivent être soutenus pour non seulement aider à récupérer ces terres dégradées, mais également à les utiliser, à les valoriser. Maintenant, du point de vue peut-être international, quand on parle un peu de cette question d'implication des jeunes, on voit plus la question liée à la justice climatique. De quoi il s'agit? Aujourd'hui, tout à l'heure, le directeur de la métier avait parlé, ainsi que le SE, sur l'effet de la concentration des gaz à effet de serre induite par les activités humaines. Donc, ça veut dire que c'est en partie, l'homme est responsable du changement climatique. Mais on dit également qu'il y a une responsabilité commune et différenciée. Ce qui fait qu'il y a des responsables, donc ils doivent payer. Il y avait des initiatives telles que le pollueur-payeur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, les jeunes des pays les plus vulnérables, doivent réclamer la justice climatique pour que ceux qui ont contribué à la dégradation de l'environnement, au phénomène du changement climatique, puissent réparer, puissent aider les autres à vouloir faire face. Parce que quand il y a une inondation à Niamey, on n'a pas les mêmes impacts quand c'est une inondation en Allemagne ou à Paris. Donc aujourd'hui, nous réclamons au nom de la justice climatique qu'il y ait les transferts de technologies, qu'il y ait des investissements plus durables en faveur des initiatives portées par les jeunes dans ce sens. Parce que pour tous les secteurs impactés par les changements climatiques, les jeunes sont au front, donc ils doivent être soutenus pour mieux y faire face, pour mieux s'adapter. Sinon, on ne peut que continuer à observer les phénomènes de migration, les phénomènes d'insécurité ou de banditisme avec les jeunes. Donc voilà. Nous allons finir le tour de table et permettre à Marie-Claudette d'intervenir. Vous êtes experte au PNUD. Qu'est-ce qui a motivé l'avènement du projet PNA au Niger? C'est vrai, tout le monde subit les changements climatiques, mais pas de la même manière. Donc, ils se sont concertés pour réfléchir comment ils pouvaient au moins
contribuer à atténuer les effets du changement climatique, donc de permettre aux pays en voie de développement pour s'adapter aux effets du changement climatique. Par rapport aux pays en voie de développement, quel est l'appui que les organisations internationales, notamment le PNUD, apportent à ces pays pour leur permettre de mieux faire face au changement climatique? Alors, le PNUD, dans le cadre spécifique du Niger, parce que je suis au Niger, apporte un appui au Niger pour la mobilisation de fonds. Donc, comme je disais tantôt, il y a eu l'avènement, par exemple, du PANA. Le PANA, c'était de voir comment on pouvait s'adapter de manière urgente pour trouver les solutions de manière urgente et immédiate. Donc, ce projet a permis au moins de trouver les solutions, les options d'adaptation à court terme. Donc, ça a donné les réponses. Maintenant, comment l'avènement du PANA? Après, quand on a mis en œuvre le PANA, on a dit, mais comment on peut faire au fait, pour s'adapter à long terme? Donc, c'est l'idée du projet PNA. Donc, le projet PNA a pour l'objectif de planifier et de budgétiser l'adaptation au changement climatique à moyen et à long terme. Donc, le PNUD apporte un appui au niveau du Niger pour la mobilisation de ressources. Ce n'est pas seulement le projet PNA. Il y a d'autres projets comme le ABC, c'est un projet à base communautaire, adaptation à base communautaire. Il apporte un appui aussi au niveau de communication, parce qu'il y a les inventaires à faire à chaque 4 ans. Donc, il faut des études, il appuie le gouvernement du Niger. Il y a des bilans à mi-parcours. Oui, il y a les bilans à mi-parcours. Donc, le PNUD apporte un appui juste pour accompagner le Niger à mobiliser les fonds pour s'adapter au changement climatique. Je reviens vers vous, M. Kamei. Tout à l'heure, vous avez un peu énuméré les attributions du CNDD. Qui peut-on retenir des grandes actions que vous avez menées sur le terrain face au phénomène de changement climatique? Merci. Je devrais dire que dans le rôle de la coordination du suivi et de la mise en œuvre du plan de l'agenda 21 international et de l'agenda 21 national, c'est-à-dire le plan national de l'environnement durable, et le CND a accompagné plusieurs structures nationales, comme je l'ai dit tantôt encore, pour élaborer des stratégies, des politiques, projets, plans, en vue d'aider les populations vulnérables à s'adapter au changement climatique. C'est ainsi qu'on a élaboré la stratégie nationale et plan d'action en matière de changement et variabilité climatique, qui est en cours aujourd'hui, et à travers lequel beaucoup de projets, programmes sont sortis, dont par exemple le PENA. Le PENA, c'est un projet sur 3 ans, comme elle l'a dit tout à l'heure, qui va aider le Niger à s'adapter au changement climatique sur le moyen et le long terme. On a élaboré des projets, tout à l'heure elle parlait aussi du PANA. Le PANA, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, mais pour faire face aux besoins immédiats et urgents. Et dans ce cas, on a profité de projets comme le ABC, adaptation à base communautaire, qui est mis en œuvre dans la zone de Maradi. On a fait le PANA Résilience, qui a intervenu aussi au niveau national, dans les communes dans les 8 régions du Niger. Donc il y a eu beaucoup de projets, le PASEC, le PRODAF, tous ces projets en fait sont mis en œuvre à travers les actions, puisque nous accompagnons ce structure national à élaborer ce projet et à les mettre en œuvre. Et j'avais dit tout à l'heure qu'on suit aussi cette mise en œuvre. Donc, au niveau international, nous assistons aux négociations sur les cadres qui réglementent le climat, notamment la Convention cadre national sur le changement climatique, l'accord de Paris sur le changement climatique et le protocole de Kyoto, qui mobilisent les financements, comme je dis, des projets et programmes qui sont en cours. On est en train de on a fini de mettre en œuvre le PPCR, le programme pilote pour la résilience climatique, qui est à peu près 200 millions de dollars, qui a été réparti en 4 projets dans le PAC-RC. Donc il y a beaucoup de programmes et projets qui sont en cours aujourd'hui, mais qui l'ont été grâce à l'intervention du CND, de ces structures d'accompagnement, comme je l'ai dit, de la structure nationale pour la mobilisation des financements. Madame Halila, tout à l'heure vous avez évoqué les effets pervers du changement climatique, et particulièrement sur les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Quelle analyse faites-vous de la prise en compte de ces couches vulnérables dans les différentes stratégies nationales en matière de lutte contre les changements climatiques?
Ok. Donc, disons que les stratégies nationales sont élaborées sous la coupe du CNIDD. Et actuellement, quand même, je sais que sur le projet PNA, il y a également une analyse qui a été faite pour la prise en compte de ces couches vulnérables. Une analyse uniquement genre qui tient compte donc de ces personnes, à savoir les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, etc. Et les personnes pratiquement qui sont atteintes de maladies telles que l'albinisme, le sida, etc. Donc, disons que les efforts de façon globale sont en train d'être consentis. C'est vrai, les dispositifs sont mis en place, les politiques sont mises en place, mais au-delà de ça, il faut également l'expertise d'accompagnement pour la réussite de la question. Et aujourd'hui, ça affecte, tel qu'on l'a dit, ces couches de la population. Mais comment est-ce que les praticiens qui travaillent au niveau terrain tiendront compte de cette couche-là? Là, il va falloir encore concerter un autre effort, celui de les impliquer dès la conception même de l'idée de chaque projet. Et pour ce faire, je sais que quand même sous la coupe du CNIDD, pas mal d'efforts sont en train d'être consentis en matière de cette question du genre, pour l'intégration de la dimension genre dans le domaine du changement climatique. Et je suppose également que ces composantes de la population sont invitées dès la formulation des différents projets pour qu'ils puissent formuler et faire recenser l'ensemble de leurs besoins, afin qu'ils soient acteurs et qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la responsabilité en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, je dirais que de façon globale, nous pouvons apprécier quand même l'effort des différentes stratégies qui sont mises en place au niveau du Niger en matière de cette question d'intégration du genre. Et des efforts sont en train d'être faits. Je sais que la formulation même du document PNA a pratiquement laissé une plage sur laquelle donc des indicateurs seront formulés pour qu'on puisse tenir compte et suivre pleinement l'intégration de cette couche au vu qu'elle puisse mieux s'adapter à ces phénomènes du changement climatique. Donc, on peut apprécier, et je pense que étant avec quand même les leaders du CNIDD qui sont pratiquement ceux sous qui est la tutelle des différentes stratégies en matière d'adaptation, peuvent rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Justement, par rapport à la dimension genre, je sais que le système des Nations Unies accorde une importance particulière à cet aspect. Quelle appréciation faites-vous de la prise en compte de l'aspect genre de la lutte contre les changements climatiques ici au Niger? Comme elle expliquait déjà, le projet PNA déjà c'est un marqueur 2. Donc le système des Nations Unies a 3 marqueurs. Donc le marqueur Gen 1, ça veut dire que le projet ne prend pas carrément en compte les questions du genre, mais de façon spécifique, ils vont les toucher. Mais quand c'est 2, ça veut dire que c'est déjà pris en compte dans le document, même si ce n'est pas l'objectif principal. Mais quand c'est 3, c'est carrément les questions du genre. Donc le projet sont spécifiques aux questions du genre. Donc notre projet PNA, il est le marqueur Gen 2. Donc ce qui veut dire que même si on travaille sur les changements climatiques, on prend en compte directement aussi les questions du genre. Donc, dans nos activités de tous les jours, on essaye de toucher toutes les souches. Donc, quand on fait les activités de renforcement de capacité, quand il y a les études qu'on doit mener sur le terrain, quand il y a l'élaboration de documents, donc on prend toujours en compte les questions du genre. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y a personne qui est resté derrière. Personne n'est laissé derrière. Au niveau des jeunes, quel est le degré de votre implication?
Oui, je pense que l'inclusion des jeunes, c'est comme les femmes aussi, parce qu'on est considéré aussi dans le genre. Mais quand même, dans le cadre de ce processus PNA, je sais qu'il y a eu des efforts pour que la voix des jeunes soit entendue, de par les ateliers antérieurs organisés où les jeunes, les personnes en situation de handicap, les femmes ont été appelées pour rester autour de la table, pour en tout cas exprimer leurs besoins et aspirations par rapport à la question du changement climatique. Mais quand on regarde aussi globalement, au niveau national, au niveau stratégique, les jeunes sont associés, mais il est important que cela soit reflété aussi au niveau local, au niveau de la base, que cela ne soit pas seulement à un niveau stratégique, à un niveau décisionnel, mais même dans la mise en œuvre. Parce que la majorité des jeunes, c'est les jeunes qui sont en milieu rural, c'est les jeunes qui sont en contact direct avec les réalités ou avec les impacts du changement climatique. Donc il est important d'amplifier les efforts dans ce sens pour que les jeunes qui sont à la base également puissent se retrouver, les jeunes paysans, les jeunes agriculteurs, les jeunes éleveurs, etc. Que ça ne soit pas uniquement peut-être l'affaire des jeunes un peu instruits ou bien qui sont en milieu urbain. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais de plus en plus de jeunes prennent conscience également du fait des différentes communications ou des initiatives en cours pour montrer, démystifier la question du changement climatique, des efforts de la météo aussi pour diffuser l'information climatique. Beaucoup de jeunes commencent à prendre conscience des enjeux liés au changement climatique et maintenant essayent de s'impliquer, de participer et de s'approprier. Mais il y a des efforts supplémentaires à faire au niveau local. Le genre et les jeunes impliqués dans la lutte contre les effets pervers du changement climatique, monsieur le directeur de la météorologie nationale, le groupe intergouvernemental L'Espère sur le climat ne cesse d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les risques de l'aggravation du réchauffement planétaire. Si les émissions de gaz à effet de serre s'accentuent, à quelles autres conséquences pourrait-on s'attendre si les pays qui émettent le plus de ces gaz ne se limitent pas à leur émission aux normes recommandées par le GIEC? Merci, M. Amadou. Mais permettez-moi de rappeler un petit point que j'avais omis quand même dans l'effort que nous sommes en train de faire et qui est très important avant de venir justement à cette question. C'est la question, n'est-ce pas, du service climatique. Et donc depuis 2009, le monde s'est réuni à travers une conférence où pratiquement tous les pays et gouvernements ont pris part. Il était donc reconnu que le climat affectait tous les aspects socio-économiques. Et c'est ainsi que donc au niveau de cette conférence-là, on a créé ce qu'on a appelé le GFCS en anglais, Global Framework, ou bien le cadre mondial pour les services climatiques. Donc, elle a été demandé d'avoir une composante nationale dans tous les pays. Donc nous, en août 2012 déjà, nous faisons partie donc des premiers pays à mettre le cadre national pour les services climatiques. Et ce cadre national, de façon que nous l'avons configuré au Niger, c'est de voir quelles sont les grandes activités ou les grands secteurs socio-économiques qui sont influencés par le climat au quotidien et qu'on puisse faire quelque chose pour développer des services qui vont aider à mieux mettre en œuvre ces activités. C'est ainsi que nous sommes venus avec 5 groupes thématiques. Le groupe climat, agriculture et sécurité alimentaire, le groupe climat et ressources en eau, le groupe climat, énergie, le groupe climat et réduction des risques de catastrophes et le 5e groupe, n'est-ce pas, qui est lié à la santé, donc climat et santé. Ce groupe-là, ça fait 2 ans que nous produisons des bulletins mensuels et maintenant on fait même des émissions radiophoniques pour expliquer à chaque fois comment chaque mois le climat est intervenu sur ces zones. Au finish, c'est de développer des services très durables et qui peuvent amener maintenant la population à mieux s'adapter, n'est-ce pas, à ces phénomènes du climat. Maintenant, pour revenir à votre question même, justement, donc surtout avec l'esprit de l'accord de Paris, n'est-ce pas, qui voulait qu'on limite, si vous voulez, les émissions, les réchauffements climatiques à 2 degrés d'ici 2100, si même de préférence 1,5 degré. Alors, on sort de la COP 26 ensemble avec tous ces acteurs-là, je crois, on était là-bas. Et donc, oui, il y a eu des avancées quand même, mais il y a toujours ce problème-là. Et il faut peut-être le rappeler pour que les gens comprennent en fait c'est quoi l'enjeu. L'enjeu, le secrétaire exécutif en commençant à expliquer que la responsabilité de l'homme, c'est à travers les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, il faut le reconnaître, ce n'est pas ça le vrai problème.
de tout le temps, les gaz à effet de serre ont existé dans l'atmosphère. C'est ça qui nous permettait d'avoir 15 degrés de température. Autrement, on aurait moins de 18 degrés et la vie sur Terre serait quasiment impossible. Mais c'est depuis la révolution industrielle que l'homme a compris qu'il peut faire un certain nombre de choses, développer des véhicules, tout ce qui consomme les combustibles fossiles, que le dégât a commencé. On ne se rendait pas compte qu'avec les trains qu'on développait, les véhicules et tout ça, les avions, on éjectait dans l'atmosphère de ces gaz à effet de serre plus que nécessaire. Et leur rôle principal, c'est de ramener la chaleur qui doit répartir dans l'espace vers nous. Et quand il y a beaucoup, ça ramène encore beaucoup d'énergie. Et ça réchauffe le globe. C'est comme votre véhicule que vous laissez au soleil, vous relevez les vitres. Tout rayonnement qui va rentrer, ça ne fait que chauffer le véhicule. Il faut que vous abaissiez la vitre. Et justement, il faut que les grandes puissances la rabaissent la vitre. Parce que autrement, et c'est là, rabaisser la vitre, ça veut dire quoi? C'est à travers la réduction des gaz à effet de serre. Donc, remplacer là où on peut ces énergies classiques qui font appel aux gaz à effet de serre, par exemple des énergies propres, comme l'énergie solaire, l'hydraulique, et même le nucléaire, en ce sens, est beaucoup plus que d'autres formes d'énergie, même si le nucléaire a aussi ses conséquences propres. Mais donc, c'est à ça qu'on dit. Mon frère a parlé de justice. C'est véritablement une injustice qui est là instituée aujourd'hui. Du fait que les pays industrialisés, par rapport à leur intérêt, au gré de leur intérêt, décident ou pas de réduire, ou de ne pas réduire comme il est demandé. C'est ça le véritable problème au niveau global aujourd'hui. Et il faut qu'il y ait cette justice sociale, parce que cette planète, c'est une maison commune. Ça appartient à tout le monde. Malheureusement, l'atmosphère n'ayant pas de limites, tout ce qui se fait partout dans le monde affecte le globe dans son entier. Et ceux qui prennent le coup, c'est les plus vulnérables. Alors, les pays en voie de développement. Les poids comme les nôtres. Bon, maintenant, les grands impacts qui sont déjà en cours et qui vont devenir encore beaucoup plus sérieux, au niveau global d'abord, c'est cette fonte des gazés et ce réchauffement, donc l'augmentation de température, qui va jouer sur le niveau de la mer. Déjà, ça a commencé. Quand vous partez à Lagos, quand vous partez en Alexandrie, en Égypte, vous allez voir qu'il y a des périodes où l'eau des mers pénètre dans les villes, dans les quartiers, déjà. Donc, c'est dire que plus on réchauffe notre planète, plus il y aura plus de glaciers vont reculer et ça va se transformer en eau liquide qui va venir regagner l'océan. Et par l'effet ajouté de la dilatation due au réchauffement climatique, le niveau de la mer va continuer à grimper. Et toutes ces villes-là qui sont à proximité des mers risquent de disparaître. Et il y a d'autres pays, même des îles entières, qui ne sont pas tellement en altitude, qui seront submergées par l'eau et qui vont disparaître. Ça, c'est un des trucs. L'océan même, du fait de ces réchauffements et des gaz carboniques, parce que l'océan joue un grand rôle des modérateurs de ces changements climatiques, ça absorbe les gaz carboniques. Et donc ça acidifie l'océan également. Et donc la vie aquatique également pourrait être affectée. D'accord? Et donc la pêche serait problématique demain. Et toutes les vies aquatiques pourraient être menacées. Donc ça c'est un des gros aspects, n'est-ce pas, qu'il va falloir tenir compte. Mais maintenant, pour revenir chez nous, tout ce qu'on a connu à cette échelle d'inondation, de sécheresse et tout ça, ce serait rien du tout par rapport à ce qui va venir après si les mesures ne sont pas prises. Et les immigrations, les conflits entre les communautés, tout ça va se produire. Il y aura un bouleversement total. Notre économie, on risque de prendre notre budget et de prendre 50 à 60% rien que pour dédier à notre survie. Ça veut dire à l'environnement qui sera dégradé, n'est-ce pas, au plus haut degré, et par les impacts du changement climatique. Et donc, on va plutôt chercher à se verrouiller de se développer. Donc voilà, si vous voulez, ce qui pourrait advenir, si jamais on n'arrive pas à avoir un accord qui oblige tout le monde à rabaisser ou à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, tel qu'il est demandé par l'accord de Paris, et qu'on reste dans la fourchette, n'est-ce pas, que le GIEC retrace à chaque année, dans chaque rapport, n'est-ce pas, et qui donne l'alerte que ce monde-là, il est en danger. Et très souvent même, le rythme auquel on va, ça dépasse même notre entendement. C'est qu'on pense que ça va être, et donc il ne faut pas qu'on soit surpris. Je crois qu'il faut que les pays industrialisés arrivent à rabaisser, et que ce n'est pas de la blague. Il faut que ça soit compris par tous, et que tout le monde œuvre pour que cette planète-là soit vivable. Nous allons revenir aux missions du projet d'adaptation au changement climatique. Marie-Claudette, de son lancement à ce jour, quelles sont les principales activités réalisées par le projet PNA et quelles contributions essentielles ce projet peut-il apporter
de la lutte contre les changements climatiques au Niger? Jusqu'à ce jour, on a mené vraiment beaucoup d'activités, mais de manière résumée, on a fait les ateliers d'information, sensibilisation, d'abord sur les opportunités et les risques liés au changement climatique. On a mené les activités de renforcement des capacités des acteurs, de tous les acteurs du Niger, ça veut dire les jeunes, les femmes, toutes les parties prenantes, sur la planification et la budgétisation du climat. Parce que en fait, la finalité, c'est pour qu'on puisse se doter d'un outil qui va nous permettre de s'adapter de manière durable. Ça veut dire qu'on planifie notre adaptation, on la budgétise, et après, tous les effets du changement climatique, on pourra pas les contourner totalement, mais on pourra quand même essayer de vivre avec, sans toutefois que ça touche sur la vie de tous les jours. Donc après, ça va aussi nous permettre de faire le suivi. Parce que jusque-là, on n'arrive pas à faire le suivi de l'adaptation. Donc on a quitté quel point, on est arrivé où. Donc c'est pour nous permettre aussi de faire le suivi du budget alloué à ces fonds de l'adaptation, aussi à voir l'impact que ça a eu sur la population vulnérable. Nous cheminons vers la fin de cette table ronde. Ça a fait le tour d'horizon des différents aspects, mais nous allons permettre à toutes les parties prenantes de se prononcer sur les actions à entreprendre. Il y a déjà une première confusion à enlever entre changement climatique, dérèglement climatique. Monsieur le coordinateur. Je vais faire un commentaire par rapport à ce que le directeur de la météo vient de dire, c'est que, tel qu'il a décrit, les changements climatiques ne sont pas forcément négatifs. Tout dépend des lieux où on se trouve. Il y en a qui pensent que c'est des opportunités. Quand il a parlé tout à l'heure de question de la fonte des glaciers, pour certains pays qui sont vers le nord, quand les glaciers se fondent, c'est qu'ils retrouvent des espaces agricoles. Donc ils vont faire l'agriculture. Pour eux, c'est positif. Ils vont avoir des voies pour naviguer, pour leur commerce, tout ça. Ça veut dire que ça dépend de comment on se retrouve. Quand on prend le cas du Niger même, les inondations ne sont pas forcément négatives. Ça dépend de la manière, c'est des opportunités pour pouvoir réserver l'eau et faire l'agriculture. Donc c'est à nous de prendre les actions qu'il faut, les mesures qu'il faut pour transformer en fait les changements climatiques en opportunités. Et on peut le faire. Quand on regarde ce que le PN a dit, c'est qu'il suffit seulement de regarder comment budgétiser les actions de rotation que nous faisons. Et nous avons regardé les stratégies nationales, telles que la santé, l'eau, l'élevage, on les a acclimatées. Ça veut dire qu'on a pris en compte, on a intégré là-dedans les questions de changement climatique pour que ce soit budgétisé et au profit des populations vulnérables. Aujourd'hui, on est en train d'élaborer le PDS. Nous sommes en train de participer dans cette élaboration de ce document cadre en fait, de politique nationale pour pouvoir comment les questions de changement climatique soient prises en compte. On a aussi fait ce qu'on appelle l'acclimatation des PDC. Une quarantaine de plans de développement communaux ont pris en compte, on a aidé à ce qu'ils prennent en compte les questions de changement climatique pour qu'ils soient mieux financés, pour qu'ils puissent mobiliser des financements au profit des populations vulnérables. Voilà donc les questions sur lesquelles, aussi en termes de nos missions, nous faisons ça, l'acclimatation des politiques stratégiques de développement. Ensuite, l'intégration de la rotation dans ces politiques-là. Et puis maintenant, comment prendre en compte la budgétisation de cette planification. Vraiment, ça, c'est des questions sur lesquelles le CND y penche avec les partenaires d'appui à travers cette démolition de financement. Ça, c'est ça que j'ai voulu ajouter en termes par rapport à nos missions et par rapport aux commentaires sur les opportunités. C'est à nous, comme je l'ai dit, de transformer les changements climatiques en opportunités. Et ça, pour le faire, il faut que nous associons vraiment que nous avons une planification sûre. Maintenant, j'ai fini par, il a parlé tout à l'heure de la COP26, c'est-à-dire que la COP de Glasgow, qui a pris des décisions. L'une des plus importantes décisions pour nous, qui utilisons l'énergie fossile, donc le pétrole, qui sommes producteurs de pétrole, c'est le fait qu'on a demandé aux pays de réduire l'utilisation du charbon, par exemple, et de ne pas subventionner ou de réduire la subvention. C'est-à-dire qu'en fait, d'ici là, on va demander aux gens carrément de ne pas utiliser l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, et ainsi de suite. Et si on ne va pas l'utiliser, comment peut-on faire? C'est-à-dire qu'il faut aller vers ce qu'on appelle l'énergie propre, c'est-à-dire le solaire et les énergies renouvelables. Mais il faut que nous nous préparons à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transition pour mettre en place les cadres nationaux
réglementaires qui nous permettent en tout cas d'aller du charbon ou faire de l'énergie fossile vers l'énergie propre. Ça, c'est un souhait. Je pense que tous les pays s'y préparent. Il faut qu'au niveau national, que le Niger et ses partenaires comprennent que nous sommes dans cette décision de la COP 26 de Glasgow. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas trop tard pour nous, pour que nous puissions y profiter, comme dit, transformer les changements climatiques en opportunités. Tout à fait. Monsieur Kachelou, comment inverser la tendance et faire de changement climatique une opportunité? Ok, merci bien, monsieur Amadou. Oui, donc parlant de ces changements climatiques qui sont déjà en cours, malheureusement, et donc ça, comme le dit le docteur Kamaï, il y a des impacts, mais il y a plus de négatifs, c'est sûr, sur les changements climatiques, mais il y a des impacts qu'on peut considérer comme positifs. Et d'ailleurs, l'adaptation ne se définit pas seulement comme s'adapter contre les effets néfastes. Non, c'est aussi profiter de ce qui pourrait être positif, qui ressort du changement climatique. C'est ça l'adaptation. Et donc, c'est en ce sens-là, je dis que nous, d'abord, en tant que pays vulnérables et pauvres, nous n'avons même pas de choix que de nous adapter. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut même pas obliger les pays à aller vers cette direction-là. Parce que nous, on est condamnés à vivre dans cet environnement plus chaud et donc avec tous ces bouleversements que nous connaissons. Alors, ça fait partie, effectivement, les inondations aujourd'hui, c'est de l'eau. Et partout, on dit qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des tarissements et tout ça. Or, c'est de l'eau qui coule et qu'on peut garder. Même le fleuve, simplement, qui est en train de couler aujourd'hui, des milliards de mètres qui sont en train de se jeter dans la mer. C'est des techniques, il y a des techniques de gestion de l'eau qu'on pourra adopter pour aujourd'hui transformer ça en opportunité de l'agriculture, de l'élevage et tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Ou même de l'eau tout simplement. Donc, il y a ces aspects-là. Et un exemple que je donne, dans le cadre d'un projet qu'on a eu avec nos collègues italiens, Anadia, on a commencé à travailler sur quelque chose parce qu'on est parti, on a vu une observation. Quand vous partez dans la zone sud de Sola, c'est Guerre-Gesheme. Les inondations sont venues et donc ça compromet les cultures pluviales, souvent. Mais ce qu'ils ont gagné, c'est qu'ils ont commencé à avoir des écoulements et beaucoup d'eau qui stagne. Et ce qu'ils gagnent après, dans la culture de crues, ça compense et ça dépasse même la culture qu'on connaît, la culture pluviale. Et donc, c'est dire qu'il y a déjà des trucs qu'on peut prendre. Et par exemple, même quand il y a des inondations, qu'au retour, les cultures de crues soient vraiment accentuées, par exemple, et qu'on tire profit de cela pour avoir beaucoup plus de nourriture que ce qu'on a. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a la volonté seulement qu'il faut avoir. Il faut renforcer les différentes structures qui œuvrent dans ce cadre-là. Et après, je crois que le résultat va venir de soi-même. Et on va mieux s'adapter et tirer notre épingle du jeu. Madame Lila, quel est votre message pour que nos concitoyens sennent mieux les dangers liés au changement climatique? Merci beaucoup, M. Amadou. Donc, moi, je dirais, c'est de considérer les couches les plus vulnérables qui sont le plus affectées là, dans cette question du changement climatique. Les femmes, les jeunes, les personnes en situation d'handicap, pour qu'ils se sentent déjà acteurs et non pas seulement bénéficiaires, mais au-delà de ça, acteurs, pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle au sein de ces actions de développement, au vu qu'ils soient responsables et également qu'on leur fasse donner cet avantage de pouvoir saisir de ces opportunités, de ces changements climatiques, tels qu'il vient de le dire. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous avons fait un peu le balisage, ces couches vulnérables ont également des stratégies qui peuvent être mises à l'échelle. L'exemple donc des femmes qui ont pratiquement, si vous voulez, des connaissances pointues en matière de semences, des plantes qui peuvent contribuer dans la question de la médecine et qui peuvent être également contributifs en matière donc, de denrées alimentaires. Donc même si elles ne disposent pas de terre, si elles contribuent pleinement dans les travaux de leur mari qui en dispose de ces terres, ça veut dire qu'en se mettant ensemble, nous allons mieux réussir. Donc, tenir compte de toutes ces composantes de la population nous permettra de mieux nous adapter
et de tendre vers ce développement durable tant recherché pour nos pays qui sont en voie de développement et qui en subissent le coût. Merci. Monsieur Sani Ayouba, vous êtes de l'association des jeunes pour les volontaires. Quel est votre dernier message? Oui, pour moi, il est important que les jeunes continuent à intensifier les actions de reboisement. Nous devons reverdir notre pays, nous devons reverdir les Sahel. Et je pense que nous devons saisir les opportunités qu'il y a autour de cette question de récupération des terres. Nous devons également intensifier les militantismes et les plaidoyers pour la justice climatique, non seulement dans nos pays, mais également sur le plan international, pour que la question de la justice climatique soit au plus haut niveau et que ceux qui ont pollué, ceux qui ont été responsables du changement climatique puissent payer, puissent donner plus de fonds. Il y a des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris en termes de financement qui sont plus respectés, qu'on puisse revenir vers cela pour respecter et octroyer ces financements à nos pays pour que ça puisse être profitable à tous. Donc, que les jeunes continuent vraiment à planter et entretenir des arbres. Il y a beaucoup de bénéfices dedans, donc nous ne devons pas baisser les bras dans les actions de reboisement. Et la question de la croissance démographique aussi doit nous interpeller en tant que jeunes face à la rareté des ressources et à l'épuisement des ressources que nous avons. Nous devons faire attention pour que nous puissions prendre également cette dimension démographique en compte dans les politiques de développement telles que le PNA par exemple. Nous bouclons cette table ronde avec Marie-Claudette. Votre dernier mot? Les changements climatiques, c'est une affaire de tout le monde, mais il y a aussi les outils qui sont disponibles pour qu'on puisse contourner les effets néfastes et profiter des opportunités que les changements climatiques nous offrent, nous les pays en voie de développement. Donc, faisons-nous bon usage. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre table ronde qui a traité de la préoccupante question du changement climatique et du processus d'élaboration du document du plan national d'adaptation. Je rappelle que cette table ronde a été initiée par le projet PNA intitulé « Faire progresser la planification et la budgétisation de l'adaptation à moyen et long terme au Niger ». C'est un projet mis en œuvre par le PNUD et financé par le Fonds vert pour le climat. Chers invités, merci pour votre participation. Bonsoir.